Bonjour et bienvenue sur Oxideview. Aujourd'hui, nous rencontrons l'artiste Marc Dubord, photographe, retoucheur. Marc, qu'est-ce qui a déclenché ta pratique de la photographie et de la retouche? J'ai été travailleur social dans une association et on organisait des stages expérimentaux d'éloignement avec des demandeurs d'emploi. Et pour rendre compte aux financeurs publics, puisque c'était des actions qui coûtaient cher, je réalisais des diaporamas qui servaient à la fois au public pour organiser leur futur séjour et à la fois mesurer l'impact de l'éloignement dans les Alpes, qui était le moment charnière de ces stages-là pour la remise en forme, les chantiers écoles et des actions qui étaient pluridisciplinaires. Et donc j'ai accumulé des milliers de photographies qui ensuite m'ont permis de devenir professionnel, de rentrer en agence et de produire des images avec d'autres sujets. Tu peux nous parler de ton parcours artistique? L'activité que j'avais comme coordinateur de formation m'a fait mener d'abord un travail photographique de reportage documentaire sur les actions qu'on menait et ensuite des copains m'ont dit ah tiens il y a Photoshop, on va mettre ça sur ton ordinateur, ça devrait te servir. Et ne sachant pas l'utiliser, je me suis tourné vers les forums sur Internet qui à l'époque étaient très dynamiques et qui ont un peu périclité maintenant. Il en reste 2, 3 qui fonctionnent, le reste a basculé sur Facebook. Et donc j'ai appris par le jeu et par un collectif artistique qui s'appelait Archaos à utiliser le logiciel. Et petit à petit, cette maîtrise est devenue quelque chose qui m'a été demandé comme des interventions d'aide en disant ah tu sais faire, comment on fait, est-ce que tu peux me renseigner. Il y avait une communauté qui est passée de 150 personnes à 4000 et petit à petit la pratique que j'avais est devenue un peu une référence et un peu une manière de voir les choses qui m'était personnelle, puisqu'on disait tu vas dubordéliser mon image. Et petit à petit, je me suis dit que potentiellement c'était un moyen de changer d'activité s'il y avait un problème. Je menais les deux de front, j'avais un métier de coordinateur de formation qui prenait beaucoup de temps. Ensuite, il y avait la vie de famille et la nuit, je faisais de la retouche et de la photographie. Et ça m'a ouvert d'autres voies que le simple reportage ou de traduire le réel, mais plutôt d'exprimer ma vision de la photographie et ma manière de voir les choses. Et petit à petit, j'ai grandi et les forums m'ont permis de faire une première expérience de photos de nu par le biais de quelqu'un qui m'avait dit « Ah, j'ai une modèle qui veut poser, mais je ne peux pas la faire, est-ce que tu ne voudrais pas faire ?» Et je me suis retrouvé à faire des photos de nu alors que j'avais jamais imaginé faire ça. Et puis petit à petit, avec les commentaires qu'il y avait qui étaient souvent négatifs par rapport à la photographie en disant « Ah oui, ta lumière ceci, ah t'es pas vraiment un photographe, ah c'est comme tu retouches, tu arrives à rattraper tes conneries », je me suis mis à travailler vraiment sur la technique et à trouver des solutions pour que effectivement mon travail soit de qualité. Et ces actions-là ont fait qu'à un moment donné, des magazines, des gens pour des expositions m'ont démarché en disant vas-y, expose, etc. Je ne me sentais pas prêt. Et en 2010, la Maison de la photographie de Lille m'a proposé de faire une exposition personnelle, tout un premier étage. Et ça a été une manière d'abord de récompenser le travail des gens qui avaient travaillé avec moi de manière collaborative et sans financement. Et puis petit à petit, je me suis trouvé à avoir des clients et de mener mon travail de coordinateur et la photographie de manière professionnelle. Et puis la bascule s'est faite en disant allez, je me lance, j'arrête le social, j'arrête mon métier et je fais de la photographie de manière professionnelle. Ça a démarré essentiellement par de la retouche pour les autres, au service des autres. Et puis petit à petit, mon travail artistique a pris le pas et après j'ai construit le fait d'en arriver à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, je photographiais dans la maison avec débarrasser les meubles pour faire un studio dans une petite véranda aménagée exprès qui était 9 mètres carrés
hyper concentré, et puis qui a fait ma patte artistique d'ailleurs. Et puis petit à petit, j'ai changé de maison. Je dis on a parce que ma compagne, elle est devenue active dans le monde de la photographie. Et puis on a créé un collectif d'artistes qui est aujourd'hui 35 photographes auteurs et 4 associations. Et on a un studio de 140 mètres carrés qui fait à la fois galerie d'art, lieu de travail collaboratif, incubateur artistique et ensuite lieu d'échange et de partage, en ayant comme vision qu'on n'est pas des concurrents, mais on est des acteurs synergiques pour des créations multiples. Donc des copains nous ont rejoints, enfin des copains photographes ont dit ah ça nous intéresse, puis on s'est retrouvés avec beaucoup de gens alors qu'on imaginait être 8-10, on s'est retrouvés très vite à 30, 35 voire plus, et il a fallu répondre aux attentes et puis construire des choses intéressantes pour tout le monde, et on s'est retrouvés aussi avec des volants qui n'étaient pas forcément dans la photographie. Donc des troupes de burlesque, une maison d'édition, enfin plein de choses qui étaient complètement différentes. Une émission YouTube avec des youtubeurs psychiatres. Donc on a fait plein de choses qui étaient liées au monde artistique, mais qui n'étaient pas la vocation première de l'association. Et on continue dans cet axe-là. Mon parcours, il a été lié beaucoup à Internet et au fait des rencontres virtuelles potentielles dans ce monde-là, à la fois du côté amateur et du côté professionnel. Donc après avoir été dans l'apprentissage de Photoshop via Internet, je me suis retrouvé à être... mon métier, c'était aussi de développer des associations, donc je suis venu en aide au collectif dans lequel j'étais, enfin plusieurs collectifs et plusieurs forums, et de créer une association pour développer cette activité. Et c'est la confrontation aux gens qui fréquentaient ce milieu qui a fait de moi un professionnel. Donc rencontrer des gens virtuellement, discuter de la photographie, à la fois du côté des modèles, des maquilleurs, des coiffeurs, des stylistes. Ça m'a fait un réseau qui était assez important et qui ensuite m'a permis de travailler sur différents axes, que ce soit la mode, le nu, le reportage, enfin plein de choses qui m'intéressaient de connaître. Et ensuite, j'ai quitté certains forums pour prendre en charge le forum du magazine Photo, à la demande d'un journaliste qui voulait développer cet aspect-là. Et puis ensuite, j'ai quitté la modération d'Internet pour m'occuper de moi et développer des expositions, puisque l'idée, c'était d'exposer, mais au début, je ne me sentais pas prêt et légitime. Et la demande de la Maison de la Photo de Lille pour une exposition personnelle dans le cadre des découvertes régionales m'a fait passer le pas. Et petit à petit, j'ai été invité à des festivals, à des publications dans des magazines, à des éditions dans des livres. Enfin, tout ce qui, en fait, a découlé du travail forcené que j'avais fait au niveau photographique est venu tout seul vers moi avec des demandes qui des fois étaient surprenantes et où je ne me sentais pas forcément légitime d'être présent, mais voilà, c'était un fait. Et les gens disaient, t'es un artiste, toi t'es pas un photographe, t'es un artiste. Donc au début c'est difficile de se qualifier soi-même et la qualification d'artiste elle vient de l'extérieur et du jugement potentiel sur son travail. Et c'est comme ça que petit à petit, ça m'a convaincu de basculer dans ce monde-là en devenant professionnel. La résultante de ça, c'est que j'ai travaillé sur plein de domaines très différents, que ce soit dans des pochettes d'albums pour de la musique, des couvertures de livres, du travail personnel sur des sujets qui m'intéressaient. Et l'idée, c'était vraiment de transcrire la réalité comme moi je la voyais, donc par un prisme et par une manière de faire qui n'était pas celle des autres, mais qui était la mienne. Donc au début, j'ai été beaucoup critiqué en disant « oui, t'es pas photographe, oui, t'es un bidouilleur informatique, mais tu sais pas faire ceci ou tu sais pas faire cela ». Et à chaque fois, j'ai répondu par des images. Donc on m'a dit « oui, tu sais pas faire de reportage, mais j'ai été sélectionné par Erika Wedman dans une exposition dans le cadre des trans photographiques
qui était sur les Roms, à l'époque où il n'y avait pas de reportage sur les Roms, sinon dans le photojournalisme pur et dans les journaux. Et il y a des photographes qui me connaissaient et qui disaient ah ben j'ai pas vu ton travail, dans l'expo il y a un truc super bien et ah ben c'est moi. Et donc la réponse elle a été faite d'emblée sur certains secteurs comme ça, où par exemple on m'a dit bah, toi tu connais rien à la mode, et j'ai répondu en faisant une série sur de la haute couture, chose que certains photographes qui font de la mode ou qui se disent photographes de mode n'ont jamais fait dans ma région. Donc quand on a 100 000 euros de fringues qui sortent par un styliste haute couture avec un bureau de presse, ça devient quelque chose de concret. Et puis après qu'on a les publications d'éditos qui sont liées, on prouve qu'on sait faire. Après, ce n'était pas forcément la voie que je voulais emprunter en disant je vais devenir un photographe de mode, parce que c'est souvent le secteur que les gens veulent prendre parce qu'il y a des sous. Mais j'ai fait ça ponctuellement sur plein de domaines, que ce soit la photographie industrielle, la retouche pure ou d'autres secteurs de la photographie qui m'intéressaient, le documentaire, et de prouver que j'avais les capacités de faire sans répondre aux critiques ou rentrer dans la polémique, mais en montrant, bah voilà, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, ça remettait les pendules à l'heure. La démarche que j'avais surtout, c'était de ne pas faire des images qui servent à rien. Quand on crée une image, ben, l'image, elle a sa vie et elle nous échappe. On l'a créée pour des raisons spécifiques qui sont liées à la modèle ou aux besoins de la personne qui est photographiée, ou sur la thématique d'un sujet qu'on veut développer ou traiter. Et ensuite, il y a le fait que, comme on a fait ça, on le livre au spectateur comme étant l'outil de réflexion sur un sujet. Et on s'aperçoit quelquefois qu'on touche des gens qui ne perçoivent pas l'image comme elle a été créée, mais comme eux, ils se l'approprient, et ça devient magique, parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas envisagées, qui naissent, et l'image devient un vecteur d'évolution pour d'autres personnes qu'on ne connaît pas des fois, et a sa propre vie qui nous échappe. Donc il y a des images que j'ai vendues, par exemple, de multiples fois, et que moi je regarde maintenant en me disant ouais bon, c'était pas top, mais cette image-là, 10 ans après, elle continue à vivre et elle a une utilité à la fois sociale, personnelle ou collective, elle a complètement échappé à l'objectif de départ de satisfaction de soi, de satisfaction de la modèle ou d'utilité spécifique à une personne. Elle a sa propre vie et sa propre utilité. Alors quelquefois il y a des sous à la clé, des fois il n'y en a pas. Donc par exemple il m'est arrivé de faire une image où je sais que cette image-là elle sert dans des groupes de parole sur des gens qui doivent parler de situations post-traumatiques par rapport au suicide ou au viol ou des choses comme ça, donc des groupes de parole. Mais cette image-là ne me rapporte pas d'argent. Mais l'utilité même de l'image était intéressante et importante. Et j'étais prêt à la donner parce que cette vie-là était importante pour des gens, des vies, voire des décisions potentielles de dire les choses. Et ce que au départ, je n'avais pas imaginé en la concevant. Quelles sont tes influences, tes références, tes sources d'inspiration? Les influences, elles sont multiples. Ça va de la musique au cinéma, en passant par la 3D. Tout m'intéresse en fait. Donc, j'ai pas d'influence fixe. Il peut très bien y avoir une situation de vie qui va influencer un travail ou un constat dans une discussion avec quelqu'un, où je me dis ah tiens, il y a des choses à changer. En fait, pour moi, le domaine artistique, c'est faire bouger les lignes et proposer une réflexion à des gens qui n'auraient pas eu envie de se poser des questions ou d'amorcer une remise en cause. Et l'image, elle doit être là comme un déclencheur de discussion et au-delà du j'aime ou j'aime pas, ce qui est souvent le cas, où c'est j'aime ou c'est j'aime pas par rapport à mon travail, c'est rarement un entre-deux. Il y a le fait
d'interroger le spectateur sur un sujet et de provoquer la discussion, l'échange et surtout le pourquoi on aime ou on n'aime pas. En fait, le j'aime ou j'aime pas, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est le pourquoi on aime ou pourquoi on n'aime pas et ce que ça provoque en soi. Le sentiment étant le plus fort possible, c'est là que c'est le plus intéressant. Et ensuite, oui, forcément, il y a des influences extérieures sur des artistes emblématiques ou des gens que j'ai eu la chance de rencontrer, comme Jean Giraud, alias Moebius, que, étant adolescent, j'ai passé une après-midi dans son studio dans le Loir-et-Cher, à l'époque où il habitait. Je lui ai montré mes dessins. Et ses paroles ont été un encouragement en disant « Ah oui, continue à dessiner, tu y arriveras peut-être ». Ce qui à l'époque était gentil par rapport à ce que je faisais. Et puis des artistes ensuite qui m'ont demandé des choses comme Charlie Couture ou Axiom ou d'autres acteurs de la vie professionnelle de photographe de maintenant et qui étaient des gens que j'ai suivis adolescents ou même adultes en achetant leur production. Et effectivement, on retrouve des influences qui sont cinématographiques avec des ambiances plus de science-fiction comme Blade Runner ou Le Cinquième Élément ou des choses comme ça. Et après, des films plus intello comme The Pillow Book de Peter Greenaway. Donc chaque domaine artistique a nourri une manière de voir les choses. Tout en étant pas la copie d'eux, enfin le faire comme m'intéresse pas. L'interprétation personnelle des choses en ayant le moins de filtres possible, c'est-à-dire que tout est sujet et tout est potentiellement une photographie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de borne, je peux très bien photographier des gens en plein ébat amoureux, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et sinon que le fait que les gens qui font l'image ont envie de le faire et ont envie de traiter de ce sujet-là. Au début, c'était pas ça. Je m'étais mis des barrières en disant oui, je ferai jamais ça, je ferai jamais ci. Et puis par la pratique professionnelle, on finit par avoir des demandes et se dire pourquoi je traiterais pas de ce sujet-là. Il n'y a pas de raison. Donc tout est intéressant dès lors que c'est construit de manière artistique et respectueuse des gens et pas fait sous la contrainte, mais dans l'objectif de faire bouger les mentalités, la réflexion ou même la société par rapport à des sujets d'actualité. Sans tomber dans la mode, c'est-à-dire, il y a quelque temps, il y avait un gros mouvement féministe qui traitait des menstruations. C'est pas un sujet qui forcément m'intéressait. Si j'avais eu une demande, j'aurais peut-être fait, mais c'est pas un sujet qui d'emblée était pour moi quelque chose à faire. Mais c'était la mode. Il y avait plein de photographes qui faisaient des images dans ce secteur-là parce que il y avait potentiellement la capacité opportuniste d'exposer. C'est pas vraiment ma démarche. Je préfère maturer un sujet, construire un narratif, expliquer ma vision des choses, mais en restant dans le hors mode. Dans les références potentielles, il y a la peinture. Donc moi, je suis passé à la photographie parce que la peinture, j'ai été un peintre et un dessinateur, piètre dessinateur et piètre peintre parce que j'avais pas la technique et j'ai jamais étudié ça de manière scolaire ou avec des cours. Donc la photographie, ça a été et Photoshop, ça a été un moyen de mêler toutes les manières de créer, mais avec plus de résultats qui me satisfaisaient. Et donc dans les peintres, il y a plein de peintres qui m'intéressaient. J'ai beaucoup fréquenté le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq avec la donation Mazurel et avec des peintres comme Léger, Modigliani, Picasso, enfin bref, plein de domaines de la peinture m'intéressaient et le fait de passer à la photographie et de pouvoir mêler à la fois
plusieurs images entre elles et d'adjoindre du dessin, de la peinture ou des techniques mixtes a été vraiment un révélateur par rapport d'abord à mes capacités de faire des choses qui permettaient d'émouvoir le public, et la deuxième chose, d'arriver à me satisfaire de la création que j'avais faite. Parce que souvent, il y avait ouais, bon, t'as fait quelque chose, mais techniquement, c'est pas top. Ou t'aurais pu faire mieux si t'avais travaillé la technique et eu les notions de perspective qu'il n'y a pas, ou la profondeur, ou le volume, ou les textures. Donc tout ça a été révélé par le fait de découvrir la photographie et cet outil, et ensuite d'adjoindre un logiciel de retouche. Et ensuite, ça a évolué vers le fait de réaliser à la prise de vue des choses qui pouvaient être faites en post-traitement, en disant bah, je peux le faire avant et avoir un résultat similaire. Donc à la prise de vue, on peut réaliser des choses qui sont de qualité et qui semblent être retouchées, mais qui ne le sont pas. Comment tu définirais ton art? Quelle technique tu utilises? Alors pour définir mon art, je définis rien, c'est pas à moi de le faire, c'est aux gens qui sont des spécialistes et qui ont la formation, l'historique et surtout la nécessité d'évaluation, pas la nécessité mais la capacité d'évaluation de la pertinence de ce que je fais. Et la classification et la définition d'art, c'est pas moi qui dois la faire. Donc ça c'est la première chose. C'est pas au faiseur de dire je suis un artiste, c'est aux autres de dire ah bah t'es un artiste. Et après sur la qualité et est-ce que ce qu'on fait a une valeur à la fois marchande ou à la fois artistique dans l'histoire de l'art, c'est à l'historien de l'art ou aux critiques d'art ou aux galéristes ou aux personnes dont c'est le métier de le qualifier et de le définir. Donc c'est pas moi qui vais dire je suis un artiste, on m'a dit, donc bah, j'y crois, ou je l'accepte. Des fois je me dis ouais bon, t'es quand même un piètre artiste et tu ferais bien de travailler, ça serait mieux. Et après, concernant les techniques, donc mon axe à moi, c'est de travailler sur la superposition d'images en transparence. Donc une image peut être brute de prise de vue et faite, peu importe la technique, d'ailleurs ça peut être fait Polaroid, à l'argentique, à la chambre, au sténopé ou avec un appareil Fisher-Price binoculaire de gamin ou avec un numérique hyper cher, peu importe. La technique, ce qui est important, c'est ce que l'image va dire. Après, donc il y a des images de moi qui sont brutes de prise de vue, hyper bien éclairées, où il y a un travail de fond technique très poussé. Mais cette image-là, elle ne va pas forcément être livrée au spectateur comme ça. Des fois, elle va être recolorisée à la main sur le tirage. Des fois, elle va être recolorisée sur le négatif. Des fois, elle va être modifiée sur un logiciel de retouche. Ou des fois, je vais adjoindre d'autres images qui vont venir transformer la réalité de la prise de vue pour livrer ma vision de cette image-là. Alors qu'il peut être une vision d'une personne ou de la photographie documentaire ou de la photographie de reportage, peu importe. J'ai pas de barrière par rapport à la technique. Pour moi, la technique, c'est un moyen et c'est pas une finalité. On en est là dans une période où certains photographes amènent la technique comme étant leur propriété et leur spécificité, c'est pas mon cas. Et des fois, je confie même des images à d'autres artistes en disant bah, tiens, tu as un tirage, fais-en ce que tu en veux. Tu peux le déchirer, tu peux le recoller, tu peux peindre dessus, cacher des choses. Parce que l'idée, c'est de transmettre et permettre que son travail prenne une autre dimension avec justement le dialogue qu'il peut y avoir entre deux artistes ou le dialogue qu'il peut y avoir par rapport à une thématique et de développer avec les autres une vision de la société actuelle avec
avec une forme de discussion ouverte sur des sujets. Alors après, le domaine dans la technique n'est qu'un moyen. Après, les sujets, c'est un moyen aussi. Donc souvent, les personnes qui sont représentées sont des collaborateurs, donc des gens avec qui il y a un échange, il y a un travail de fond sur la thématique, il y a aussi la définition du cadre dans lequel on va travailler ou des limites de pose quand on parle de nudité. On ne fait pas du nu pour faire du nu ou du nu juste pour l'aspect esthétique et plastique. On fait du nu pour dire quelque chose sur la nudité d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses à dire. Quand on voit qu'aujourd'hui, la moindre fesse peut être censurée ou que les magazines de photos ne font plus d'articles sur le nu parce que le nu, c'est forcément sexualisé, on se retrouve à se poser la question de quelle va être la sexualité potentielle de nos adolescents ou de nos enfants. Parce que le modèle qui est présenté, c'est ou la censure américaine sans téton, parce que le téton est érectile, ou la pornographie à outrance, mais l'intermédiaire n'existe plus. Il est plus exposé, il est plus diffusé, il est plus publié. Donc on a une vocation en tant qu'artiste à défendre ce modèle français de la culture qui, même au sein des ministères, n'est plus représenté, ou alors représenté par des gens qui sont morts et qu'on fait des images de nus qu'on voit encore dans les magazines, mais on présente du Lucien Clerc ou des gens qui sont plus là depuis longtemps. Quel est l'avenir de la photographie à ce moment-là? Il est dans une censure ou dans l'hypothèque potentielle de tout un pan de la normalité du nu et de la normalité de la sexualité de nos futurs adultes dans la société. Donc pour la technique, je travaille sur la superposition d'images entre elles. Donc ça peut être à la prise de vue ou dans un logiciel qui est Photoshop. Mais il m'arrive aussi de découper des tirages, de les coller ensemble, puis ensuite de les refotographier ou de passer par l'adjonction d'images qui sont des scans. Enfin, tout est image et tout est potentiellement photographique dans mon travail. La démarche par rapport à la superposition d'images, au début c'était une image qui est superposée avec une autre. Et maintenant, j'en suis à, il y a des images qui sont pré-préparées avec des objectifs particuliers. Donc des fois sur une image, il y en a une centaine qui sont gommées, découpées, assemblées ou préassemblées sous forme d'un fichier avec plusieurs calques. Et l'ajustement se fait en fonction de l'image sur laquelle j'ai envie de mettre ce genre de post-traitement. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir un peu tous les champs. Ça peut être le surréalisme avec des images qui n'ont pas de réalité potentielle dans la vision de la vie qu'on a au quotidien. Ou alors ça va être plus un aspect collage et on n'est plus dans la photographie, mais on l'est quand même. C'est du photomontage, mais avec la dominante de collage. Après, il peut y avoir des choses qui sont plus picturales, où là, on va être plus dans la manière de présenter les choses à la manière d'une peinture, mais pas forcément avec que de la prise de vue. Et cette démarche-là fait que mon travail, il est quelquefois rejeté par des photographes parce qu'ils disent « Ah, c'est plus vraiment de la photographie ». Or, ça en est, puisque c'est que des photographies qui sont superposées entre elles. Sauf que ce n'est pas une vision classique de la photographie. On est dans l'interprétation de la photographie comme étant un moyen avec des axes et des thématiques qui sont de l'ordre du champ des arts plastiques. Donc pour moi, ce n'est pas de la photo plasticienne parce que je suis un autodidacte, donc je n'ai pas le label et le tampon du diplôme qui fait que je suis un artiste plasticien qui travaille avec le médium photographique. Mais le fait de mixer les techniques amène une dimension complètement autre par rapport à la photographie et par rapport à ce qu'on voit communément dans ce monde-là. Le rendu étant toujours
un tirage papier ou papier ou autre d'ailleurs, puisque souvent je choisis des supports qui sont un peu différents. Donc ça peut être contre-collé, ça peut être sur du tissu, de la pierre, enfin peu importe après la traduction en image et le support. Ce qui est important, c'est la démarche qui est de dire que c'est moi qui livre ma vision d'un sujet avec des techniques qui n'ont pas d'importance en fait. Souvent, il y a des gens qui me disent avec quel appareil tu as fait des photos et je réponds je ne sais plus, je ne me rappelle plus de la marque. Ou il faudrait que je demande à mon assistant parce que c'est pas moi qui gère ça. C'est juste une boutade pour dire que on s'en fout du matériel, même si voilà, c'est important et qu'on est obligé de passer par le fait d'avoir du matériel d'un certain niveau pour avoir une reconnaissance et aussi une qualité d'image. Mais on peut très bien faire demain avec une boîte d'allumettes, un sténopé et sortir une image exceptionnelle. L'important, c'est la réflexion sur le pourquoi on fait des images, sur ce qu'on a à dire et sur le narratif et surtout la destination potentielle de l'image pour qu'elle ait une vie. C'est-à-dire il y a des images que j'ai faites qui sont dans le fond de mon ordinateur qui servent à rien et il y a des images qui ont une utilité personnelle à quelqu'un ou sociale ou même un sujet important. Donc il m'est arrivé de travailler sur la transplantation cardiaque, sur la santé mentale, la folie. Voilà, certaines images ont servi à des professionnels pour discuter entre eux de la psychiatrie, par exemple. Et ce n'est pas des sujets qui sont faciles à traiter en images et ce n'est pas des sujets qu'on peut traiter en se disant « Ah bah tiens, je vais faire un mec pendu pour parler du suicide ». Parce que il y a des professionnels qui disent « Ah bah non, il ne faut pas mettre une image comme ça parce que l'effet Werther ou Papageno, c'est deux trucs qui font que l'image est contre-productive. Elle fait la publicité de l'acte et donc elle n'est pas bonne. » Donc la réflexion, elle doit être de pourquoi je fais ça, comment je le fais et qu'est-ce que je dois faire pour que l'image, elle ait un vrai sens et qu'elle réponde à des priorités de notre temps. On est là pour définir un instant T dans l'histoire de la photographie et que les images restent comme étant l'instantané de création artistique qui va imprimer la temporalité. Et dis-nous, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail aujourd'hui? C'est quoi tes prochains projets? Alors, mon travail, il est publié dans le magazine Profession Photographe numéro 60, là, qui est, j'allais dire en kiosque, mais il est sur commande sur Internet ou sur leur site. Après, mon prochain projet, c'est, je suis invité d'honneur au festival Focal Nu Art à Villeréal. C'est l'aboutissement de 5 ans de travail, 3500 dos photographiés de gens tout nus. Et des collaborations avec des autres artistes qui ont retravaillé sur les tirages. Donc il y a Odona Boone, Guillaume Caron, Natacha Gaucher, Margot Wishbrest, enfin quelques artistes que j'aimais bien ou qui faisaient partie du collectif que j'ai créé, où on est 35 artistes et 4 associations. Donc là, c'est un travail de longue haleine qui aboutit à la diffusion et l'exposition. Donc ça, c'est de l'actualité pour le moment. Et après, quand on sort d'un sujet long comme ça, c'est compliqué de répondre sur c'est quoi tes prochains projets. En fait, c'est une maturation. On a une espèce après une série comme ça, on a un vide avec un questionnement sur qu'est-ce que je vais faire après. Donc il y a quelques axes qui ont déjà démarré. Donc j'ai travaillé sur la jeune fille et la mort. Ensuite j'ai collaboré avec Jonathan Abou et Fred Chemama sur Dante. Mais ce n'est pas forcément des sujets que je vais traiter moi sur des longues durées. Donc là pour le moment c'est un peu le calme avant la tempête.
C'est-à-dire il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais il faut trouver l'axe, la démarche, le procédé technique ou les procédés techniques qui vont être employés pour arriver à avoir un sujet qui va être développé de manière synergique avec ma patte, mais avec une utilité et un narratif ou une histoire qui correspond à ma façon de voir la photographie. Donc pour le moment, les projets futurs, c'est je sais pas. Marc, tu as créé un collectif qui s'appelle Photoxide. Est-ce que tu peux nous en parler? Le collectif Photoxide, c'est au départ une espèce d'utopie personnelle et le fait que on a avec ma compagne Isalès acheté une maison avec un grand garage 4 voitures qu'on a rénové comme étant un studio. Et, euh, et l'idée, c'était de dire qu'il y a plein de photographes qui n'ont pas les moyens et qui photographient chez eux, comme moi j'ai commencé au démarrage, et qui ensuite ont des problèmes de couple parce qu'il faut ranger, nettoyer à chaque shoot. Et le lieu est devenu une association où on partage un espace de 140 mètres carrés avec un aménagement modulable, donc ça fait à la fois lieu d'exposition, lieu de fête, lieu de performance, lieu de travail. Et l'idée était vraiment de partager cet espace et de créer un espace dédié à un groupe avec des synergies sur des projets. Donc au départ on pensait être 8-10, on est passé à 35 plus 4 associations, enfin on a eu même jusque 7 assos. Et on a développé des projets, donc on est devenu quelque part, il y a une antenne qui est un incubateur artistique où on aide les gens à se professionnaliser, où il y a de la formation, où il y a de la production synergique à plusieurs et où chacun amène sa pierre à l'édifice dans l'objectif de créer quelque chose. Et ce collectif s'est étendu à un autre collectif de filles qui s'appelle Les Donzelles, qui étaient au départ des modèles, des mannequins, des stylistes, des coiffeurs, des maquilleurs qui disaient nous aussi en tant que femmes on veut dire des choses et on a des choses à dire, donc on a développé avec elles le fait qu'elles maturent leurs propos et qu'elles créent des choses. Et petit à petit, en fait, on s'est trouvé à faire des choses qui n'avaient plus rien à voir avec la photographie. Donc on a fait de la vidéo, de la production pour le Centre national de psychotraumatisme avec des choses sur des interviews de gens qui avaient vécu le Bataclan ou des traumas dans leur jeunesse ou en situation de travail. Et, des choses sur le programme Vigilance, qui était un programme de prévention suicide, enfin des choses qui sont liées à la santé, parce qu'on a aussi dans le collectif beaucoup de gens qui sont dans le domaine médical ou social, un peu l'essence même de mon parcours aussi, puisque mon parcours c'était athlète de haut niveau, puis ensuite travailleur social, puis ensuite photographe retoucheur. Et donc cette impression sensible aux autres, elle est perceptible aussi dans les gens qui composent l'association et qui a maintenant 7 ans et où on essaye de entre soi, quelquefois dans l'autoproduction ou dans l'affirmation d'une voix d'auteur multiple, à l'idée que le collectif artistique dans la photographie n'est pas seulement que du reportage ou du documentaire, mais peut être autre chose. Alors peut être documentaire, mais avec une présentation artistique, peut être social avec une présentation artistique, peut être aussi dans la prévention santé. Donc on a fait des actions avec le CHR de Lille, avec une exposition sur le don d'organes, où on a été invité par le CHR à exposer dans les murs, puis ensuite à Art-Up, le salon d'art contemporain lillois. Puis ensuite, les visuels ont été repris par Gare Connexion sur 4 gares pendant 6 mois avec des grands formats. Donc c'était l'une des premières actions de Photoxide, mais l'idée c'est toujours d'être potentiellement là où on ne nous attend pas
et sur des domaines qui ne sont pas forcément des domaines courus ou développés, ou de démontrer que potentiellement, nous, professionnels de la photographie, on a des choses à dire et surtout on a la défense de la photographie chevillée au corps. Donc l'association elle a mené des projets sur la photo documentaire dans les quartiers difficiles via des dossiers sur la politique de la ville. Et on s'est aperçu que il y avait des carences sur notamment l'histoire et la mémoire des quartiers par rapport aux photographes professionnels et qu'il y avait besoin d'archiver notamment parce qu'il n'y avait pas d'outils d'archivage dans les ministères dignes de ce nom par rapport à la qualité photographique ou au contenu photographique. Donc on a rencontré le ministère de la Culture en disant il y a un petit problème. Et par exemple, Photoxide a déposé des images aux archives départementales pour le travail qui a été fait sur plusieurs années sur des quartiers en politique de la ville. Ensuite, on a mené des ateliers aussi de sensibilisation pour plein de publics. Donc ça va des enfants aux adolescents, passant par le public handicapé ou professionnel. Dans l'idée d'être vraiment des militants et des militants de l'échange, du partage et puis aussi le chien fait un drôle de bruit. Le partage et la création d'un espace où on peut voir des photos de qualité tout en n'étant pas dans un système élitiste réservé à une catégorie de personnes puisqu'il faut payer une entrée, que les gens n'ont pas forcément les moyens. Enfin, au-delà du fait que certains musées peuvent être gratuits, mais souvent la photographie qui est présentée est une photographie standardisée et quelquefois non professionnelle, c'est-à-dire que des amateurs sont exploités pour faire des expositions, mais ne sont pas payés et n'ont pas forcément une qualité d'image qui correspond à nos standards, à nous en tant que collectif. Si tu devais nous conseiller des artistes à découvrir, ce serait qui? Il y en a plein, donc ça serait compliqué. Et il faut faire des choix. Donc en peinture, dans le surréalisme, je proposerais Bernard Dumaine, qui est un peintre qui est au Canada et avec qui, avec le collectif, on a collaboré. C'est-à-dire que pendant le confinement, on avait fait un mail art et il a envoyé des œuvres à leur petit format. Mais c'est un artiste que j'apprécie et qui a une auréole et un travail de super qualité. Donc ça, c'est le côté peinture. Si je devais conseiller dans le domaine du collagiste, je dirais Martin Dozek, qui est pareil, un collagiste de renom et qui a participé à des actions de manière amicale dans notre collectif. Dans le collectif, il y a Odona Boone qui est une artiste illustratrice et qui travaille avec nous. Et puis après, sur le côté photographique, et pour sortir des gens qui sont actuellement dans le haut de la diffusion et qui sont connus et reconnus, forcément, moi j'ai des photographes que j'apprécie comme Benoît de Mauriane ou Paul Van Borax ou Fabrice Dang qui fait partie de notre collectif. Donc des gens qui pour moi sont aussi symptomatiques de la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des photographes qui sont dans les futurs grands photographes, mais qui n'ont pas forcément la capacité de diffusion que certains photographes maîtres ou reconnus comme tels ont aujourd'hui. Et après, je pourrais passer des heures à présenter des artistes que j'aime, donc on va s'arrêter là. Alors Marc, on t'a demandé de nous rapporter un objet pour cette interview. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, l'objet, c'est le crâne de mon chien fidèle. Donc, ça peut choquer certaines personnes, mais je suis quelqu'un qui est
passionné par le passé, parce que le passé construit l'avenir. Et effectivement, donc c'est Bob. D'ailleurs, il y a un profil Facebook créé par une modèle sur les réseaux sociaux avec des photos de ce chien-là qui a été partenaire de ma vie et aussi des shoots. Il est présent dans mon travail photographique. Donc c'est une manière de lui rendre hommage et de lui dire qu'il y a l'autre chien qui est en train de faire le zouave. C'est trop fort. Et donc le bulldog a accompagné mon travail photographique et les images. Et voilà, j'ai pris ce qui me venait sous la main affectivement. Et il y a un paquet d'objets que je pourrais mettre dans les images. D'ailleurs, mon travail est parsemé de beaucoup d'objets qui traduisent la relation que j'ai avec les modèles ou qui traduisent un sentiment ou une thématique. Bon, des fois, il y a le cabinet de curiosité et les crânes, y compris de Bob. Merci Marc Dubord. Merci Angélique et merci à Oxide View.